notre recherche n'est pas une recherche fondamentale et abstraite. On fait de la recherche, moi que j'appellerais de la recherche industrielle. Et dans le cas d'Orange, on fait une recherche qui a pour but d'essayer de résoudre des problèmes d'Orange ou de ses clients. Bonjour Jean Bollot. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de la recherche d'Orange. La recherche d'Orange, de l'opérateur Orange, tout le monde ne le sait pas, mais c'est 700 chercheurs, 9000 brevets. Et puis, si on remonte très loin dans l'histoire, eh bien, la recherche de chez France Télécom, c'était le Minitel, c'était le Bebop, etc. Donc aujourd'hui, la recherche chez Orange, c'est quoi ? Vous travaillez sur quoi ? Alors, d'abord, effectivement, les chiffres que vous donnez, je pense, sont importants parce que 700 chercheurs, c'est un chiffre important. Je dois dire, par exemple, on a aussi, parmi ces 700 chercheurs, plus de 120 doctorants, ce qui est quand même un nombre assez considérable. Moi, je suis arrivé à Orange il y a 1 an. Oui, c'est vrai, vous êtes fraîchement... quasiment fraîchement débarqué. Fraîchement débarqué ou presque. Vous venez de la Silicon Valley. Voilà, c'est ça. J'ai passé les 25 dernières années dans la Silicon Valley et ces chiffres sont en fait une des raisons essentielles de ma venue. C'est-à-dire que... C'est ça qui vous a plu ? C'est ça qui m'a plu. Alors, en fait, il y a 2 choses, moi, qui me plaisent en particulier chez Orange. D'abord, je trouve que les opérateurs sont des entités particulièrement intéressantes et importantes. On l'a bien vu pendant le Covid. Tout à coup, la liaison Internet, la connexion avec l'extérieur est devenue quelque chose où c'est pas forcément qu'elle est devenue, mais on a réalisé à quel point c'était quelque chose d'important. Le deuxième point, c'est que parmi les opérateurs, il y a un très petit nombre qui investit en fait dans la recherche et en particulier les montants, je dirais, ou le montant de l'effort qui est fait chez Orange. Et pour moi, c'était vraiment la clé, je dirais, la clé de l'attraction de travailler chez Orange. Alors, la recherche dans quel domaine ? Est-ce qu'on peut donner quelques exemples, notamment parmi toutes les innovations, tous les projets de recherche qui étaient présentés récemment lors de ce que vous appelez le salon de la recherche et de l'innovation, c'est-à-dire une sorte d'opération porte ouverte. Voilà, c'est notre grand show, le grand show de la recherche et de l'innovation, dans lequel on montrait... Moi, j'ai ma petite idée, je sais ce qui m'a plu, mais moi, je vais vous en donner je vais vous donner un ou 2 exemples. Donc, il y avait une quarantaine de démos, et sur cette quarantaine, on peut en parler de une ou 2 en particulier. Il y en a une que j'aime beaucoup qu'on appelle le Wi-Fi Sensing, le Sensing Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le sensing, c'est un mot un peu barbare on pourrait appeler ça du radar en quelque sorte. L'idée, c'est que quand vous avez votre box Wi-Fi à la maison, ce box émet des ondes évidemment pour transmettre l'information du box vers votre téléphone ou votre tablette ou votre télé. Mais ces ondes, comme toutes les ondes, se réfléchissent sur les murs et sur les personnes. Et il se trouve qu'on peut utiliser donc les ondes réfléchies et faire une analyse de ces ondes pour déterminer, par exemple, qu'il y a une personne qui est en train de marcher dans la salle. Parce que le mouvement de la personne, en fait, perturbe le flux des ondes. Et en analysant donc les signaux perturbés, on arrive à identifier le fait qu'une personne bouge. Et donc c'est un détecteur de présence. C'est un peu un détecteur de présence, mais sans caméra, sans infrastructure additionnelle nécessaire. Et ça peut être intéressant, par exemple, si personne n'est à la maison, ça peut être un détecteur de présence ou d'intrusion, par exemple, qui pourrait, par exemple, être à la base d'un nouveau type de service qui sera offert. Et alors, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Effectivement, oui, parce que maintenant, on va, comme je disais, ces ondes réfléchies par les objets ou par les personnes vont être analysées. Alors, ce qui est intéressant, un peu ironique, c'est que dans le passé, ces ondes-là étaient en fait de l'interférence dont on cherchait à se débarrasser le plus efficacement possible. Et maintenant, on se dit que ces ondes en fait ou ces ondes réfléchies véhiculent de l'information qui pourrait être utile pour différentes choses. Et c'est étonnant parce qu'en plus, le système est capable de faire la différence entre une personne, un animal de compagnie... Oui, ou peut-être même des mouvements, c'est-à-dire une personne qui tombe, ou pas forcément même dans une maison, dans une usine. Est-ce qu'il y a des choses en mouvement, ce qui peut être dangereux ou pas. Donc, on voit plusieurs potentiels d'applications qui pourraient être intéressants. Alors, même si pour l'instant ce n'est encore qu'un projet de recherche, précisons que ce système-là n'est pas encore commercialisé par Orange. Non. Ça reste. Ça viendra peut-être un jour. On verra, mais c'est vrai qu'il reste encore il reste des questions même de recherche à résoudre, comme vous le disiez. Est-ce qu'on peut faire la différence entre une personne et un animal, ou le robot ménager? Alors, on arrive à le faire bien maintenant,
Mais en faire un produit, je dirais, ou un service, veut dire qu'on a un niveau de fiabilité qui nécessite probablement d'être un peu plus élevé que là où on est à l'heure actuelle. Malgré tout, ça fonctionnerait avec, par exemple, la box ou les répéteurs actuels. Il suffirait d'une petite mise à jour logicielle, en fait. Exactement. Ça vous parliez des ondes à l'instant. Il y a un autre système, alors que moi j'ai bien aimé, je trouvais ça très intéressant. Vos chercheurs ont créé un truc qui permet de orienter les ondes pour aller boucher les trous là où il n'y en a pas assez, en gros. Je la fais courte. Alors, c'est exact. Alors, je crois que le mot officiel, c'est une métasurface. Une surface reconfigurable intelligente. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, en anglais, on appelle ça une RIS, RIS, Reconfigurable Intelligent Surface, exactement. Ouais. Et alors, en fait, exactement, c'est comme vous le disiez, c'est un espèce de miroir orientable électroniquement. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir une onde qui arrive sur ce miroir et qui est réfléchie pas dans la direction d'où elle vient, mais qui peut être réfléchie un peu dans n'importe quelle direction. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh ben, supposez que vous ayez une surface de ce type-là dans votre maison et qui soit orientée de telle sorte que elle réfléchisse les ondes Wi-Fi vers les endroits où vous avez une couverture de mauvaise ou qualité médiocre à l'heure actuelle. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de répéteurs, donc on n'émet pas d'ondes additionnelles, ce sont des miroirs, et ce sont des miroirs orientables électroniquement, et donc on pourrait même orienter le miroir en fonction de là où vous êtes. C'est-à-dire que, d'accord. Et viser donc, quelqu'un. En quelque sorte, oui. Et donc, l'idée, c'est que... donc avec cette surface qu'on dit passive parce qu'elle n'émet pas d'ondes, on arrive à augmenter la qualité de la couverture de façon simple. Alors a priori c'est quelque chose qu'on regarde plutôt pour la 6G à l'heure actuelle, et qui serait mise à l'extérieur. Donc ces surfaces seraient en fait des compléments aux stations de base, stations de base actuelles, pour augmenter la couverture, pareil, sans augmenter donc l'émission d'ondes supplémentaires. Donc l'émission d'ondes, donc pas besoin d'ajouter des équipements supplémentaires, donc, pas d'énergie supplémentaire, voilà, etc. Donc pas beaucoup d'énergie consommée. Oui. Ça répond. Il y a une logique aussi de vous êtes dans la direction protection de l'environnement, faisons de la tech bien sûr, oui. propre. Oui. En fait, c'est un des enjeux importants pour Orange. Et d'ailleurs, dans le salon dont vous parliez, l'essentiel, ou en fait l'ensemble des démonstrations que je montrais, tombait dans une des trois thèmes. Un premier thème autour des réseaux du futur, un deuxième thème autour de l'IA, de l'intelligence artificielle et la façon dont on peut l'utiliser pour un certain nombre pour fournir un certain nombre de solutions. Et le troisième thème, c'est effectivement les thèmes sociétaux et environnementaux, puisque ces nouvelles technologies, l'IA par exemple, pose des questions d'éthique environnementale et sociétale qui sont vraiment au cœur de nos réflexions. Et donc, les métasurfaces, pour y revenir, sont une façon, je dirais, basse énergie et parcimonieuse en ressources d'augmenter la couverture dans ce cas précis. Alors, on l'a dit, ce sont donc des recherches. Ensuite, il y a tout un process qui se mettra ou ne se mettra pas en œuvre pour que les consommateurs puissent bénéficier de ces recherches. Est-ce que chez Orange, ça fonctionne bien, ce flux comme ça, de la recherche au produit fini ? La recherche, par exemple, est imbriquée dans les divisions opérationnelles. C'est-à-dire que on n'a pas une organisation de recherche séparée, par exemple, de la division réseau ou de la division IT ou IA, par exemple. Mais nos chercheurs font partie de ces divisions-là, justement, avec l'idée que faire en sorte que les chercheurs fassent partie des équipes opérationnelles va permettre la diffusion, à la fois la diffusion, je dirais, des idées de recherche dans les équipes opérationnelles, mais tout aussi important pour nous, c'est la remontée des problèmes. Parce que, évidemment, ce qui est important pour nous, c'est d'être au courant de quels sont les challenges des différentes équipes et est-ce qu'il y a des questions de recherche qu'on pourrait résoudre pour les aider à avancer là où elles veulent aller. Mais qu'est-ce qui fait ensuite que ces innovations, ces projets de recherche dont on vient de parler, se concrétisent pour le consommateur ou meurent dans des cartons ?
Alors ça c'est une bonne question. Alors on essaye justement de faire en sorte que les avancées de recherche en tout cas se traduisent en innovation concrète. Mais ensuite, c'est chaque division d'Orange. Et puis, en plus, Orange est présent dans tous les pays. Donc, dans de nombreux pays, en tout cas. Chaque pays va décider ou non d'utiliser vos recherches, en fait. Alors, effectivement, on a une des discussions à l'intérieur d'Orange Innovation, justement, pour diffuser les choses à travers les pays. En tant que recherche, on parle également aux pays ou aux différentes BU pour les avertir en quelque sorte de ce qu'on fait. Le show ou le salon dont on parlait tout à l'heure est un élément important pour nous de communication, voilà sur quoi on travaille, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous comment on pourra travailler ensemble sur tel et tel sujet et faites-nous remonter des choses pour des salons futurs. Oui, c'est-à-dire que vous devez à la fois intéresser le public extérieur, mais également vous devez convaincre en interne. C'est un élément, je dirais, de communication, de diffusion en interne qui est important pour nous. C'est tout à fait exact, oui. Jean Bollot, est-ce que c'est difficile d'être directeur de la recherche d'Orange dans un monde où il y a face à vous Google, Amazon, Apple qui mettent des milliards et des milliards dans des preuves, Facebook aussi, Meta en tout cas. Oui. Comment on n'est plus à l'époque bénie de France Télécom dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai que les GAFAM ont des moyens financiers énormes, beaucoup plus gros que même un opérateur national comme Orange. Et qui dépensent ou qui investissent beaucoup également en recherche et en développement. Maintenant, pour moi, c'est pas nécessairement, ça veut pas dire qu'il faut arrêter et abandonner. Au contraire, pour deux raisons. On s'est fait doubler sur pas mal de choses quand même. Il y a quelques années, avant que vous arriviez, en l'occurrence, avant que vous occupiez ce poste, Orange avait sorti un assistant vocal qui était mignon comme tout, Jingo. Et Jingo a disparu et est passé par pertes et profits. Il n'a pas réussi à s'imposer face à Google et à Amazon. Oui, c'est vrai. Bon, alors, moi, je connais pas les détails non, vous n'étiez pas là. de Jingo, mais alors, il y a quand même des choses à garder en tête parce que c'est vrai que les gens prennent toujours les GAFAM comme référence. Bon, il faut bien voir que les GAFAM arrêtent ou abandonnent un grand nombre de produits. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Amazon Phone. C'est vrai. Ils ont les services Google qui ont été lancés et qui sont arrêtés. Certains après des années d'essayer de les faire marcher. Il y en a quand même un paquet et en fait on n'en parle jamais. Alors ce que je veux, c'est pas pour justifier tel ou tel arrêt, mais ce que je veux dire c'est que le processus d'innovation est un processus risqué. C'est-à-dire qu'on peut faire des innovations qu'on essaye on essaie de les mettre sur le marché. Quelques-unes, on n'arrive pas jusqu'au marché. Et puis quelques-unes qui arrivent sur le marché, ça décolle pas pour telle et telle raison. Et donc, je dirais, mais ça fait partie du processus d'innovation. Et donc, l'échec pour moi ne veut pas dire qu'il faut plier bagage et arrêter. C'est juste que, soit c'était trop tôt, soit trop tard, soit telle et telle chose qui marchait pas. Donc voilà. Donc ce que je voulais quand même un peu recadrer, c'est que les échecs commerciaux arrivent à tout le monde. À tout le monde. Mais je voulais parler surtout de l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets de recherche chez Google ou Amazon ou Meta se font à une échelle financière d'abord et donc en termes de moyens qui est démesuré et incomparable par rapport à ce que peut faire un opérateur européen. Oui, mais on peut faire tout un tas de choses intéressantes et importantes, je dirais. Alors, il y a deux points, je pense, qui sont importants. Le premier point, c'est que notre recherche n'est pas une recherche fondamentale et abstraite. On fait de la recherche, moi que j'appellerais de la recherche industrielle. Et dans le cas d'Orange, on fait une recherche qui a pour but d'essayer de résoudre des problèmes d'Orange ou de ses clients. D'accord ? Donc, c'est une recherche, je dirais, qui est circonscrite dans un ensemble d'environnements, de questions, de métiers, par exemple, sur les réseaux du futur, l'optimisation des capacités du réseau, etc., la relation client. Donc, sur ces domaines spécifiques, on peut faire de la recherche qui est assez unique et sur laquelle on arrive à avoir des résultats qui font vraiment des différences à la fois en termes de performance et en termes d'impact financier. Et les GAFAM ne sont pas nécessairement sur ces sujets parce que eux ne sont pas opérateurs et donc il y a tout un tas de sujets sur lesquels on travaille
qui ne sont pas même dans leur champ, je dirais, d'intérêt. Et le deuxième point, c'est qu'on peut avoir des approches différentes. Comme vous disiez, ils ont des moyens financiers vraiment extraordinaires. Et donc, en particulier dans l'intelligence artificielle, ça leur permet d'investir dans alors bon, là on va devenir un peu plus technique, mais je dirais dans des modèles de réseaux de neurones, qui sont les modèles maintenant standards d'IA, donc d'intelligence artificielle. En particulier des modèles de taille absolument gigantesque. En général, on mesure la taille d'un réseau par le nombre de paramètres du réseau. Il y a quelques années, un réseau de 100 millions de paramètres était considéré comme un énorme réseau. Maintenant, on est à 50, 100 milliards. Et la taille augmente de façon continue. Oui. Alors, on a une espèce de course à l'armement, disons pas de la course à l'armement, ou de course à la taille du réseau qu'on peut déployer. Alors, ces énormes réseaux ont des propriétés vraiment intéressantes. Ils arrivent à faire des choses vraiment extraordinaires. Mais notre approche, c'est pas de suivre, c'est pas d'aller dans cette direction. C'est de voir est-ce qu'il y a des approches alternatives où on pourrait obtenir des résultats équivalents, en particulier si on se limite aux domaines d'application qui sont les nôtres avec leurs contraintes spécifiques, sur lesquels on pourrait avoir une approche un peu différente avec des réseaux neuronaux plus petits peut-être, mais qui seraient augmentés par d'autres aspects, par exemple des modules d'analyse symbolique, et qui, couplés ensemble, nous permettraient d'obtenir les résultats dont on a besoin pour des investissements beaucoup plus faibles. Et donc, une manière de se différencier. Une manière de se différencier et également qui est intéressante pour nos chercheurs parce qu'on ne se retrouve pas à faire la course que de toute façon, je pense qu'on ne pourrait pas gagner en termes d'investissement nécessaires. Bon, pour finir, Jean Bollot, un petit mot du futur et peut-être un petit mot de ce que vous appelez les réseaux du futur. De quoi s'agit-il ? Sur quoi travaillez-vous dans ce domaine ? Alors, on travaille sur un certain nombre de nouvelles technologies. Alors, on a mentionné la 6G tout à l'heure avec les métasurfaces ou les surfaces réfléchissantes intelligentes. Donc, on pense qu'elles seront une composante importante de la 6G. Mais on a des technologies complètement différentes. Par exemple, les communications quantiques. Alors, les communications quantiques, ce sont des communications... Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que c'est le quantique, donc c'est compliqué. Non, disons, le quantique, c'est à la fois compliqué ou, disons, tout le monde pense que c'est compliqué, mais en fait, on s'en sert tous les jours sans s'en rendre compte. Les lasers, les semi-conducteurs, en fait, marchent... grâce à des effets quantiques. Donc, en fait, on est utilisateur de quantique depuis 50 ans sans savoir peut-être. On fait du quantique sans s'en rendre compte. On fait du quantique sans s'en rendre compte, ouais. Alors là, c'est un peu différent. C'est que, en fait, ce sont des effets qui ont été récompensés par le prix Nobel pour un Français il y a 15 jours. Oui, Alain Aspect, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, lui a fait des expériences qui montraient que, en fait, on pouvait émettre des photons dans des directions différentes qui avaient des états corrélés. Et en fait, c'est exactement ce qu'on utilise dans une des démos du salon ici pour faire de la distribution de clés de chiffrement. Et alors là, le gros avantage de cette technologie, c'est que on arrive à détecter si quelqu'un écoute la transmission de ces clés. D'accord. Donc rien que le fait d'écouter. D'accord ? Et ça, c'est impossible à faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous chiffrez vos messages et en fait, vous savez que quelqu'un vous a piraté des choses. Quand vous l'apprenez dans le journal le lendemain, tiens, le site machin a été piraté et donc allez voir si votre mail en fait partie. D'accord ? Et donc, la grosse différence avec les communications quantiques, c'est que on arrive à détecter même le fait que quelqu'un écoute ou essaye d'écouter la liaison. Oui, donc, parce que ça perturbe en fait. Parce qu'effectivement, exactement. Alors, dans le monde quantique, ce qui se passe, c'est que mesurer ou écouter change l'état d'un système. C'est-à-dire, on peut pas écouter sans perturber tout un tas de choses. Ouais. Et donc, qu'on arrive à détecter. Et donc, c'est exactement ça l'idée. Et donc, on est en train de regarder ou de commencer à regarder des solutions autour de justement de sécurité très très forte en utilisant ces principes quantiques. Et on voit ça un peu comme une première étape vers
tout un tas d'étapes supplémentaires vers peut-être des communications quantiques qui relieraient des ordinateurs quantiques entre eux. Une liaison a été mise en œuvre entre... Donc la liaison qu'on illustre ici, c'est effectivement une liaison entre Paris 6, Châtillon, donc où nous sommes, et le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, ouais. Et on a une autre liaison dans le sud de la France, près de Nice. Donc ce qui passe là-dessus, c'est ultra sécurisé. Ultra sécurisé. C'est contre la cybermenace du futur, en fait. En quelque sorte, voilà. C'est exactement ce qu'on essaye de regarder, de voir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour en faire un vrai service. Et même des questions très simples, parce que ces photons dont je parlais, qui est d'un type un peu spécial, une des premières questions qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils peuvent aller sur des fibres optiques normales ? Oui. Par exemple, la fibre qui atterrit dans votre box à la maison. Et la réponse la réponse est oui. Alors ça, évidemment, Alors bon, il y a toujours des travaux en cours, mais a priori, oui. Et effectivement, c'est assez fondamental comme résultat, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de déployer un nouveau réseau optique, rien que pour le quantique. Parce que si ça avait été le cas, là, ça aurait été compliqué. Vous avez déjà beaucoup investi dans les réseaux d'aujourd'hui. Donc voilà un exemple je dirais, de réseau du futur qui commence à émerger. Et puis, je crois que vous regardez beaucoup vers l'espace également. Et on regarde également vers l'espace, donc les réseaux satellitaires. Alors, ce qui se passe dans les réseaux satellitaires, c'est que en fait, le coût d'envoi des satellites est en train de diminuer rapidement, et on voit beaucoup de satellites qui sont envoyés en ce qu'on appelle des constellations. Donc, c'est des satellites qui sont beaucoup plus proches de la Terre que la génération précédente qu'on appelait des satellites géostationnaires, qui eux étaient à 36 000 km de la Terre. Ceux-là sont à 200 ou 300 km, donc beaucoup plus proches. Mais du coup, il en faut plus. Alors, il en faut plus, et puis ils bougent, donc il faut qu'il y ait des communications intersatellites. Donc, il y a tout un tas de problèmes supplémentaires, mais comme ils sont beaucoup plus proches, on se dit qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant avec les satellites très lointains, en particulier avoir une communication directe du téléphone vers le satellite. D'accord ? Donc, si vous prenez votre téléphone normal... Alors, il faut une puce supplémentaire pour traiter de la communication satellitaire. Mais on sait qu'Apple travaille là-dessus, d'ailleurs. On travaille là-dessus. Nous, on travaille là-dessus. On est impliqué sur 3 projets européens, en fait, sur ce sujet-là. L'idée, c'est d'utiliser ces constellations de satellites pour offrir une couverture vraiment universelle sans avoir besoin de changer de téléphone. Donc ça, c'est effectivement la clé de la chose. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, à Starlink d'Elon Musk, dont on parle beaucoup, là, ce serait directement le téléphone ce serait directement qui se connecte. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est quoi ? Ce sera avec la 6G ? On a un projet effectivement sur la 6G et ce genre de satellite. On a un sur la 5G. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pas dès maintenant, mais très, très bientôt. En particulier, comment allouer c'est souvent des histoires de fréquences dans les communications sans fil. Comment allouer les fréquences entre les satellites et les téléphones pour faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, on a plusieurs projets d'exploration là-dessus, avec pour but, effectivement, d'offrir, on espère, des services de type nouveau. Demain, peut-être, je pourrais utiliser mon smartphone acheté dans le commerce pour passer des appels depuis le milieu du désert. Alors, appel, en tout cas, commencer par des SMS. Par des textes, des choses comme ça. Oui. D'accord, ce sera un début. Merci beaucoup, Jean Bollot, directeur de la recherche d'Orange. Merci, Jérôme.